Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette 8e édition de Futurapolis. L'enjeu de Futurapolis qui démarre donc en ce moment même et qui se poursuit jusqu'à demain soir est très ambitieux et je vous remercie d'y participer. En quelques mots, simplement avant de démarrer la première session consacrée aux startups, un petit mot général sur cette édition de Futurapolis, dont l'objectif est de s'interroger sur la raison d'être de l'innovation, sur nos modes de vie, sur nos démocraties et sur nos grands récits. Et l'espace de 2 jours, Futurapolis, c'est cet espace de discussion où se forment, s'échangent et aussi s'opposent différentes visions du futur, de l'innovation et du progrès. La ligne éditoriale transversale de cet événement s'oriente autour de 3 thématiques fortes. Futura mythologie, est-ce que se cachent derrière finalement nos prophéties et nos croyances? Quels seront nos futura possibles à l'heure où chacun est placé face à ses propres contradictions? Comment va aussi la future agora, c'est-à-dire où se jouent les luttes de pouvoir? Comment aussi reprendre la main et lutter pour notre souveraineté collective et individuelle? Voilà, ces 3 questions sont la ligne éditoriale transversale de Futurapolis cette année. Et en matière de mythologie contemporaine, sans doute la start-up est l'une des number one. On sent aussi une certaine usure du concept et c'est l'objet de la table ronde qui vient immédiatement. La start-up censée être une jeune entreprise en forte croissance dans le secteur des nouvelles technologies fait-elle moins rêver? Je vous présente nos invités. Aram Attar, Emmanuel Jarda, Stéphane Schulz et le modérateur, journaliste au Point, Nicolas Bastuc. Merci, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce débat. La start-up est morte, vive la start-up. Tel est le thème donc de cette première table ronde, un intitulé un peu disruptif. Pour en parler, Aram Attar, en effet, c'est un peu le financier de la bande, en tout cas le financier de cette table ronde. Vous travaillez pour plusieurs fonds, vous êtes entrepreneur, vous avez créé TeachMe, un site de cours en ligne sur le capital risque et la levée de fonds, et vous enseignez également à HEC. Juste à côté de vous, Emmanuel Jarda, directrice de l'innovation et de la RSE chez Orange. Orange qui investit dans les startups, mais qui est également à la fois un client et un fournisseur des startups. Et enfin, Stéphane Schulz, consultant, fondateur de l'agence 15 marches, blogueur, vous accompagnez à la fois les startups, les grands groupes et les collectivités, vous êtes parfaitement à l'interface. Alors, vive la start-up, on en parlera tout à l'heure. Première branche de cet intitulé, la start-up est morte. Quel enterrement célébrons-nous aujourd'hui? Je ne sais pas si Aram peut-être, ou comme vous voulez, la parole circule librement. Ça vient d'une phrase, donc le roi est mort, vive le roi, mais c'est intéressant parce que cette phrase, en fait, elle souligne la continuité. C'est pas l'enterrement, c'est la continuité, parce que la royauté, il ne faut pas qu'il y ait une vacuité dans la royauté. Et je pense que ce qu'on enterre, donc à l'inverse ici, c'est un modèle dont on s'est rendu compte qu'il ne fonctionne pas. On va en parler peut-être en détail après. Et moi, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis parce que finalement, ce que je fais dans TeachMe, c'est qu'on amène les techniques américaines ici, parce qu'on voit que les fonds le font aussi, donc les entrepreneurs également. Et donc, on va parler, je pense, de quel modèle existe déjà maintenant aux États-Unis et est en train d'arriver en France, qui est un modèle différent de la start-up 1.0. Alors, les critiques sur les startups sont légion. On leur reproche tout. De détruire de la valeur, d'être uniformes dans leur modèle, leur méthode, dans les produits, d'être plongé dans une perte de sens, sans réelle valeur ajoutée, d'être ultra-individualiste, de bafouer les lois. Enfin, c'est un procès vraiment en sorcellerie. Et ça vous énerve un petit peu, Stéphane Schulz? Non, ça m'énerve pas, ça m'amuse. Moi, tout m'amuse. Non, ce qui est amusant, c'est que finalement, quand on regarde qui sont les sources de cet énervement, ce ne sont plus des startups, justement. C'est des startups qui sont arrivées et qui ont atteint un tel niveau en fait, de pénétration dans les marchés, dans nos vies au quotidien, dans vos mains, dans vos ordinateurs, qu'il y a des dérives, on voit énormément les effets pervers. Donc finalement, on va accuser les startups, on va revenir en arrière en disant mais finalement ce sont des startups,
alors que beaucoup, si on regarde, si on peut peut-être un petit peu détaillé. Je veux dire, il y a des élections américaines. On a les élections américaines avec le rôle de Facebook, l'utilisation qui a été faite de Facebook. On a les GAFA en général, mais je crois que ça fait l'objet d'une autre conférence. On a Uber, donc la culture d'entreprise toxique, les excès d'Uber. On a la gig économie, c'est-à-dire le fait de faire levier d'individus qui sont plus salariés, mais qui sont employés à l'heure ou à la minute. On a un rejet plus large de la Startup Nation, donc de tout ce vocabulaire et toute cette idée, et je pense qu'on reviendra dessus, que les pouvoirs publics feraient la promotion de justement cette économie au détriment d'une autre économie, parce que c'est forcément au détriment d'une autre. Et au détriment des lois aussi. Au détriment des lois. Et donc finalement, on a un rejet global et on a un rejet aussi du modèle économique ou de l'absence de modèle économique. Mais là, je pense qu'on va prendre le temps un petit peu d'expliquer. Alors, est-ce que ce procès est légitime? Voilà, c'est ça la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je pense qu'on ne peut pas répondre globalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe. Moi, je disais, il y a 4 ans, j'étais à votre place et j'organisais une table ronde qui s'appelait Ras-le-bol des startups à Nantes, à Web Today. Et pourquoi on disait ça? Alors, pour le coup, c'était complètement disruptif parce que c'était le moment où il y avait François Fillon et Emmanuel Macron qui étaient en campagne et ils allaient à Las Vegas. Je ne sais pas si vous imaginez maintenant s'ils allaient à Las Vegas dans 1 mois et demi, ce que ça donnerait. Mais ils allaient à Las Vegas, ça se faisait, ça devenait incontournable. On allait au salon de l'agriculture, il fallait aller à Las Vegas qui était le symbole des startups, des objets connectés, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire entre les deux, finalement, on a une sorte de courbe où il y a certaines startups dont j'ai cité le nom, mais ce n'est pas les seules, et qui finalement maintenant servent un peu de totem, c'est-à-dire on va dire tu travailles dans les réseaux sociaux, regarde ce qui s'est passé, il y a des problèmes de vie privée, il y a des problèmes d'influence by design, etc. Ou tu veux faire levier des indépendants, tu veux remplacer des salariés, tu veux robotiser, etc. Donc je ne sais pas si c'est le système startup qui sert de bouc émissaire, mais où c'est le numérique, où c'est l'entrepreneuriat, où c'est finalement un peu les trois, c'est-à-dire le fait d'utiliser le numérique sous une certaine forme et de réussir, qui fait qu'on a une certaine catégorie de la population qui va le rejeter. Alors Emmanuel, vous vous occupez de la RSE chez Orange, donc vous êtes un peu madame éthique de ce débat. Est-ce que vous pensez que ce procès intenté aux startups, en tout cas celle de la première génération, est légitime et qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? En fait, ce qu'on peut leur reprocher, c'est le up. Donc, moi, je pense que les startups, si elles veulent se renouveler, il faudrait que ce soit des start-down. Parce qu'il y a, dans mon métier, donc, je m'occupe de l'innovation et de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Et parfois, j'ai une espèce de dichotomie ou schizophrénie, parce que d'un côté, on essaye de regarder quel est l'impact de tout ce qu'on fait sur la planète, de calculer combien de temps il nous reste de tels métaux pour fabriquer telle chose. Et puis de l'autre, on est en train de pousser. Et puis pour avoir été dans plein de jurys de start-up concours, enfin bref, de hackathon, on va essayer de regarder toujours des business models qui montent à l'infini. Donc comme on dit, une licorne, ça montre bien le sens de la flèche. C'est pas vraiment, je sais pas comment on pourrait trouver un animal, un éléphant avec la trompe qui va en bas, ce sera peut-être le nouveau truc. Mais en gros... au bout d'un moment, on parlait d'objets connectés pour Las Vegas. Au bout d'un moment, on va les fabriquer comment? Et puis dans quelles conditions? Et puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ne marchent plus? Donc on va avoir, il y en a déjà, je ne sais plus combien de millions. On a des chiffres qui se positionnent à des milliards. Au bout d'un moment, il faut quand même être réaliste et puis se dire qu'il y a des limites. Donc avoir une courbe sans limite, c'est vraiment pas viable en fait. Alors Aram, vous en pensez quoi, passer des startups au start-down? C'est surprenant comme idée. Non, mais je comprends l'idée. Après, c'est peut-être sur le start qu'il faut jouer plutôt que up ou down. Mais en plus, je pense qu'il y a une confusion parce que pour moi, Uber, c'est déjà plus une start-up. Facebook, c'est pas une start-up. Ce sont des géants technologiques. Les start-up, et puis un deuxième point, c'est que les lois, elles sont, tout à l'heure on faisait d'histoire, on va pas faire la philosophie, mais elles ont été faites à un temps donné. Dans la Grèce antique, on faisait des choses à des enfants de 12 ans qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Voilà. Et donc, les lois sur les hôtels, sur les taxis, le fait qu'elles changent, moi, je ne trouve pas ça très grave. Le problème des taxis, par exemple, c'est que c'est un taxi qui a vendu une licence à 200 000 € à notre taxi. L'État, il les donne gratuitement. Donc, sur tout ce qui est juridique, ce qui me dérange plutôt, il y a une tendance qui est forte. Par exemple, c'est une tendance, Deezer, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'il y a une tendance d'être vraiment très, très borderline jusqu'à ce que ça marche. Et Deezer, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien payé aux majors. Ils étaient sous
sous les radars. Puis à un moment, ils ont levé 5 millions d'euros, puis ils ont payé les majors. Bon, voilà. Et puis maintenant, ils emploient des gens en France. Netflix, c'est pareil. Netflix a essayé de contourner la chronologie des médias. Donc, le fait que ça change, que ça énerve des gens, moi, je trouve ça me dérange pas tant que ça. Alors, hors antenne, Stéphane me disait, ces critiques, finalement, c'est un peu un truc de journaliste. Mais pas seulement, quand on lit quand même la littérature, on se rend compte que beaucoup d'économistes, beaucoup d'observateurs, qui ne sont pas journalistes, formulent aussi un certain nombre de critiques. J'en cite un, vous le connaissez très certainement, c'est un prophète, un pape, Tim O'Reilly, qui dit « La poursuite du monopole », donc cet objectif de ce que d'autres ont appelé le blitzscaling, c'est-à-dire atteindre la masse critique dans une sorte de guerre éclair pour que le gagnant emporte tout et pour parvenir à un monopole. Eh bien, en poursuivant ce monopole, nous disait Tim O'Reilly, on a sorti la Silicon Valley du droit chemin. Donc c'est quand même pas seulement une problématique de journaliste. Je connais bien, vous avez lu ça dans mon article. Oui, oui. Merci. Oui, alors par où commencer ? Le principe d'une start-up, c'est justement que l'innovation, elle n'est pas technologique. C'est-à-dire une start-up, quand elle démarre, elle va utiliser la technologie disponible. Et elle va utiliser la technologie disponible et toute son innovation va porter sur la manière d'amener cette technologie au marché. Quitte à effectivement aller dans les zones grises de la loi, mais pas que. C'est-à-dire aussi utiliser des techniques. Alors Internet a beaucoup favorisé ça, c'est-à-dire des techniques de viralité, des techniques de croissance accélérée. Et il y a des financeurs pour ça, les ventures capitalistes. Il y a des fonds d'investissement qui confient leur argent à des ventures capitalistes pour justement leur permettre de croître très rapidement et ensuite seulement, et c'est là où c'est fondamentalement différent d'une entreprise traditionnelle, ensuite seulement se préoccuper de la technologie, investir dans la R&D. Donc ils font les choses finalement à l'envers. Dans une entreprise traditionnelle, vous allez commencer par investir dans la R&D, dans la technologie, et quand votre technologie est prête, vous allez la pousser au marché. Donc ça veut dire que vous mettez beaucoup d'argent dans la recherche au début, vous êtes aidé pour ça souvent. Il y a des aides, il y a des subventions, il y a tout un tas de dispositifs fiscaux, et ensuite vous poussez votre produit au marché, et là ça va vous coûter pas tellement cher, parce que généralement vous êtes déjà présent, et vous allez pousser ça vers vos clients d'abord, sous forme d'une nouvelle box. Alors vous parlez d'objets connectés, bon, il y a une nouvelle box, sous forme d'une option dans une voiture, etc. Donc c'est deux façons d'aborder un marché qui sont fondamentalement différentes, et ça marchait bien, on va dire, entre les années 70 et les années 2010, ça a justement accompagné, ça s'est développé grâce au développement des technologies globales. C'est-à-dire globalement, la connectivité, Internet, le cloud, les semi-conducteurs, tout ça s'est tellement développé que c'est justement de plus en plus d'entreprises ont pu se créer avec très peu de fonds. Et donc l'essentiel de leur action a consisté à changer le marché, c'est-à-dire à être capable d'avoir des nouvelles manières de vous faire réserver une chambre d'hôtel, de vous faire prendre un taxi en utilisant les technologies disponibles. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que on arrive peut-être sans doute à un certain niveau où maintenant on a tellement bien compris le playbook, c'est-à-dire le guide, le mode d'emploi de ça, qu'effectivement, ce que disait Tim O'Reilly, c'est que avant c'était une conséquence, c'est-à-dire l'hypercroissance était une conséquence de la bonne exécution, de la bonne utilisation et de prendre les choses dans le bon ordre et du talent des entrepreneurs. Hein. Je veux dire, il y avait un peu de technologie, mais beaucoup de talent. Et maintenant, on arrive au contraire où dès le début, on va dire, on va juger une start-up et on va lui donner de l'argent, on va miser sur elle seulement si on est certain qu'elle va atteindre cette hégémonie. Ce qui veut dire qu'on a pas mal d'argent, enfin peu d'argent, mais pour beaucoup de petites startups au début, et on va les tuer très très vite, ce qui explique aussi qu'on a un taux de mortalité qui est plus fort. Et en revanche, celles qui ont trouvé le marché, elles vont tout de suite lever des sommes qui sont peut-être, enfin tu connais ça mieux que moi, hein, de 10 fois ce qu'on levait il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire maintenant, une levée de fonds, c'est plus 500 000 euros, c'est 5 millions, voire c'est 50 millions tout de suite. Donc le changement, il est là. Et c'est ces deux choses qui sont extrêmement choquantes. D'un côté, beaucoup plus de startups qui meurent parce qu'elles se lancent plus vite, mais on les tue plus vite. On ne les laisse pas grandir. Et ensuite, par contre, les startups qui marchent, moi je travaille dans le domaine des transports, des levées de fonds de 5 millions, Blablacar, il a dû attendre 4 ans pour lever 5 millions. Là, en gros, au bout de 2 ans, quand ça marche tout de suite, vous allez lever 5 millions, puis là, Getaround, Drivey, c'est 300 millions. Je veux dire, c'est juste quelque chose d'incroyable. Blablacar a attendu 10 ans pour lever 300 millions.
Aram, ce sont des chaudières infernales. Hein. La matière première, c'est l'argent. Il faut alimenter pour préserver ce monopole. Un chiffre, Uber, 10 milliards de fonds levés en 17 levées de fonds. Et je crois qu'Uber gagne de l'argent, mais c'est depuis très peu de temps. Oui, ils ont gagné. J'avais regardé hier, ils n'en gagnent pas encore. Là, sur le dernier voilà. trimestre, ils ont été positifs, mais enfin, c'est comptable. La matière première, c'est d'abord de l'entrepreneuriat. C'est l'argent, ça vient après. On va y venir. Hein, mais... Voilà, c'est vraiment de l'exécution. On termine l'enterrement là. Voilà, exactement. Mais je remercie Stéphane pour ce qu'il disait, parce qu'effectivement, le capital risque, en anglais, on dit que c'est narrow but deep. C'est-à-dire que c'est étroit mais profond. Ça investit sur très peu de sociétés. C'est exactement ce que tu dis, surtout aux États-Unis. C'est 1% des sociétés aux États-Unis qui se créent tous les ans. Tu me disais tout à l'heure, France Digital qui a donné la stat, c'est 2% en France. En revanche, quand ça marche, effectivement, on va très loin. Et donc, ça montre bien que c'est pas fait pour tout le monde, le capital risque. Et le problème qu'on a, et c'est là où le modèle va changer, ce qui est mort, c'est de croire que parce qu'on a un marché avec des liquidités abondantes, bon, je reviens pas dessus, qu'on se lève, on claque des doigts, on touche des millions. Non, il y a des modèles, et aux États-Unis, maintenant, il y a une tendance qui vient là-dessus, non, faites une boîte qui est rentable, faites une boîte peut-être qui va faire 1 ou 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, c'est pas la peine de viser 100 millions. Et puis d'ailleurs, il y a un article sorti ce matin, si ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, c'est un groupe qui s'appelle Founder Collective, le collectif des fondateurs, ces investisseurs fondateurs. Et ils ont sorti une liste de 50 startups, qui ne sont plus des startups, qui sont valorisées au moins 1 milliard et qui n'ont pas levé de fonds pendant très longtemps. Mailchimp, j'ai noté tout à l'heure, Mailchimp, Shutterstock, etc. Donc il y a un modèle ce qui est en train de mourir, c'est ce modèle de, finalement, je construis l'entreprise avant le produit. Alors que ce qu'il faut faire, ce qu'on fait maintenant, c'est on construit le produit, il y a un product market fit, donc il y a des clients, et après on pompe de l'argent dedans. Oui, je vous en prie, Emmanuel, vous vouliez dire un mot. Je voulais ajouter, parce qu'on parle du produit, on parle de l'entreprise et on parle peu du start-upper, ou je dirais même de la start-upeuse. Parce que alors, chez Orange, on veut vraiment accompagner notamment des femmes qui se lancent plus rarement. Et donc, on organise pour ça des hackathons exprès où on cible les femmes, parce que sinon, elles participent vraiment très, très rarement à ce genre de choses. Et... même si ça marche pas, même si c'est des projets, alors je sais pas à quel stade, ça reste moi ce que j'appelle des baby start-up, parce que il y en a au bout de 2 ans qui font vraiment les statuts, mais c'est quand même pas la plupart. C'est quand même une formidable aventure humaine. Et donc même dans toutes celles dont on parle, qui sont tuées dès le départ ou même avant qu'elles naissent vraiment, ça change quand même les gens. Ces femmes ont l'impression de retourner vraiment dans la vraie vie, d'avoir une valeur ajoutée, et ça les met dans un monde aussi innovant qui pour une fois, devient leur aussi. Alors on va refermer, je vous rassure, cette première partie un petit peu mortifère sur ces startups qui sont mortes. Quand même, il y a eu beaucoup de morts, en effet, beaucoup de casses. Vous avez des chiffres, Aram, sur le taux de réussite? Les chiffres qu'on a, c'est que c'est 90% des startups, en général, qui n'arrivent pas à dépasser 2 ou 3 ans. Et dans les startups financées, donc le fameux 1% dont je parle tout à l'heure, la stat, c'est que c'est 50 à 60% de ces startups-là aussi qui meurent. Mais là, c'est une autre raison, c'est exactement ce que disait Stéphane, c'est qu'en fait, elles sont poussées. C'est pas qu'on les tue, c'est qu'elles sont poussées dans le mur. Et donc, soit elles passent le mur, elles sautent par-dessus, soit elles vont dans le mur. Alors, elles sont poussées par qui? Elles sont poussées d'abord par les entrepreneurs. Par les investisseurs? Les investisseurs, en fait, ça c'est intéressant. Il y a un super entrepreneur ici à Toulouse. Il y a une maturité aujourd'hui des entrepreneurs où il dit, moi, c'est pas grave si j'ai 5% de ma boîte, que j'ai levé 100 millions et que je me suis fait diluer. Ce que je veux, c'est que ça marche. Et c'est ça la règle du capital investissement. Si vous prenez l'argent d'un investisseur, il faut être prêt à ce que vous ayez une petite proportion de votre boîte, donc vous perdez le contrôle, et vous allez mettre beaucoup d'argent pour aller très vite. Voilà. Alors que il y a d'autres modèles. Donc je pense que c'est d'abord l'entrepreneur qui choisit ça. C'est l'investisseur, il ne choisit pas une stratégie pour l'entrepreneur. Nous, on les voit tous les 3 mois. Hein. Donc pendant ce temps-là, c'est eux qui bossent. Donc il faut qu'ils aient envie de ça. Et je peux vous dire que ceux qui se font financer à 200-300 millions, ce n'est pas des gens comme nous. Hein. C'est des gens qui ont un drive qui est différent, une énergie qui est différente de la nôtre. Alors il y a beaucoup de jeunes dans la salle, peut-être des candidats à la création de start-up, d'entreprises. Vous disiez, Aram, toujours, l'entrepreneuriat, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est dur. On est souvent seul. Je dis que tout le monde devrait le faire s'il peut, mais sachez que c'est difficile. Il y a énormément de gens qui sont en dépression, parce qu'en fait, moi j'ai commencé à le faire aussi il y a 1 an et demi. Alors je suis pas en dépression, mais il y a des points hauts, des points bas. Quand vous êtes seul, c'est très difficile à gérer. Donc il faut, si vous le faites, entourez-vous. Commencez à plusieurs, c'est quand même toujours plus simple, 2 ou 3.
Et ne pensez pas que c'est la liberté, voilà, pas de compte à rendre. Non, non, c'est dur. Et quand vous prenez de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Moralement, ça devient difficile. Stéphane, c'est le discours que vous tenez aussi aux start-upers que vous accompagnez. Attention, c'est une aventure exaltante mais compliquée, ou vous avez un discours un petit peu plus engageant? Moi, je rencontre énormément de gens qui s'ennuient dans les grands groupes, surtout. Donc, souvent, c'est pas, ils ne pensaient pas à l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on n'a pas Stanford, nous, ici. Je veux dire, les États-Unis, la Californie, ils ont Stanford qui a été créé pour ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une université à Stanford, c'est à Palo Alto, c'est juste à côté, au cœur de la Silicon Valley. Ça a été créé pour ça. C'est-à-dire, c'était créé dans l'idée qui était complètement nouvelle à l'époque, que vous alliez entreprendre pendant vos études. C'est-à-dire que vous alliez étudier, évidemment, et ils ont des chercheurs de très haut niveau. C'est les premiers à avoir commercialisé des brevets, l'université, et les professeurs sont entrepreneurs et ils montent des boîtes avec leurs étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Donc généralement, enfin je généralise, pardon, c'est un peu l'exercice, mais on a ce parcours où on va commencer à faire ses armes dans un groupe, et puis on va s'ennuyer, parce qu'il y a aussi de la déprime dans les groupes, et du coup, encore une fois, comme il n'a jamais été aussi simple et aussi peu coûteux de monter une entreprise, vous parliez des femmes, il y a du crowdfunding aujourd'hui, et qui fait que des femmes, elles arrivent à lever des fonds que leurs banquiers, parce qu'on ne parle pas des banquiers, que leurs banquiers, que peut-être du venture capital qui est quand même un peu masculin et biaisé, on peut le dire, on peut se financer autrement. On a des méthodes de financement, que ce soit alors à Rennes, on a une boîte très bien qui fait ça, mais il y en a partout, qui font du crowdfunding, qui font du crowdlending, où vous pouvez emprunter de l'argent, vous pouvez vendre d'avance. Et ça, c'est des choses, moi, la génération, moi je suis un fils d'entrepreneur, il n'y avait pas ça. On se mettait des prêts, on hypothéquait la baraque et tout. Donc se lancer n'a jamais été aussi facile. C'est peut-être risqué. Je crois qu'on est tous d'accord quand même pour dire que c'est une expérience extraordinaire, que c'est une expérience qui devrait être valorisée en tant que telle. Je ne sais pas, une validation des acquis, peut-être sur des crédits formation, et pas quelque chose que ce soit ni le mythe incroyable du chevalier ou de la chevalière qui va chevaucher sa licorne, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui a une mauvaise idée au départ ou qui a l'idée de s'enrichir au détriment d'eux. C'est juste des gens qui ont envie de faire différemment. Quand vous étudiez les études de consommation, les études de comportement, on est de plus en plus différents. Ça veut dire qu'on veut se distinguer, ça veut dire qu'on est unique et exceptionnel. Et aujourd'hui, on peut traduire ça, on peut traduire une idée, on peut traduire ses valeurs dans une entreprise, dans un produit et l'amener au marché. Oui, tout à fait. Il ne faut pas penser que c'est complètement que déprimant, parce que justement, si je reprends des start-upeuses qu'on a accompagnées, alors en plus, on essaye, il y en a qui arrivent et qui n'ont pas forcément d'idées, donc on dit c'est simple, il y a 17 objectifs du développement durable, donc vous pouvez les regarder un à un, il y en a peut-être un qui va vous tenter plus qu'un autre, et franchement, quand on se fixe des objectifs, mais hyper petit, donc on prend vraiment les méthodes, des méthodes agiles, les méthodes de Lean Startup, où on a un MVP, donc on n'a pas forcément, comme disait Stéphane, l'idée d'aller hyper loin, hyper vite, mais on se dit, c'est quoi ma cible? Et puis on travaille vraiment avec la cible, et je vous assure que quand c'est alors en plus dans les sujets sociaux, quand on apporte des choses nouvelles et toujours en bien par rapport à ce qui existe, quand on voit l'émotion que ça suscite chez les gens qui vont bénéficier de cette innovation, parfois c'est vraiment pas tellement technologique. Enfin, c'est oui, ça utilise les nouvelles les technologies numériques parce que ça va être sur un site web et puis ce sera une web app, donc on pourra le regarder depuis son téléphone ou même juste un compte Twitter. Donc c'est vraiment, c'est pas de la data science. Mais du coup, l'émotion qui est suscitée par les gens qui vont bénéficier du service, mais elle est incroyable. Et ça, c'est hyper valorisant. Donc parfois, c'est des petites choses. J'ai vu des startups qui avaient, alors ça va paraître complètement ridicule, mais qui avaient une 50aine d'utilisateurs. Mais c'était des gens dont ça avait changé la vie. Et ça, c'est énorme. Donc voilà, il faut se fixer, alors on dit toujours par marche, mais même de gravir qu'une seule marche de 50 utilisateurs, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes, 50 plus le start-upper ou start-upeuse. Alors, vous avez dit une chose très intéressante, l'idée, c'est pas forcément le plus important. C'est ce que me disait Aram en présentant ce débat. Alors moi, je tombais des nues, je pensais que l'idée, c'était tout. En fait, non, vous dites, Aram, l'idée, c'est 5% du job, c'est l'inspiration dont parlait
Picasso, on ne savait plus trop si c'est Picasso, Mozart ou Churchill qui disait ça, 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Mais avoir une bonne idée, ça suffit pas, et vous dites même, c'est pas très important, en tout cas c'est pas le plus important. Non, il y a un entrepreneur du web, un des fondateurs de Webedia, qui m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit, ton idée, si tu me la racontes et je peux la faire, c'est pas une bonne idée. En fait, ce qui compte, c'est l'exécution, et c'est ce qu'on regarde quand on est investisseur. La différence entre deux idées, c'est quoi? C'est qu'il y en a une qui a un client, c'est exactement ce que vous dites, et une autre qui n'en a pas. Et donc, ce que vous dites là, les 50 qui adorent le projet, il y a, pour ceux qui veulent aller lire ensuite, donc Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, qui est pour le coup le gourou pour nous dans ce qu'on fait, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, essayez de trouver un produit où les gens qui l'utilisent sont des passionnés, et après, tout le jeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là en parlent autour d'eux, et que vous passez de 50 à 100, à 200, à 500, puis un jour, le projet change un peu et ça devient un truc un peu plus général. Mais effectivement, c'est l'exécution, et c'est pour ça que vous entendez toujours les investisseurs dire l'équipe. Alors il y a un débat entre le marché et l'équipe, mais bon, globalement, c'est quand même l'équipe, et parce que la différence, c'est est-ce qu'on y arrive ou pas. C'est pas l'idée. Alors vous regardez quoi quand un projet vous est soumis? La stratégie, l'objectif, la cohérence, les chiffres, comment vous procédez? Alors, c'est intéressant, ça me permet de rebondir sur ce que disait Stéphane, parce qu'il a raison, c'est-à-dire que chacun a sa place dans le financement. Les banques, elles ont leur place, le crowdfunding a sa place. Le capital risque, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des fonds ont eux aussi des actionnaires. Et donc, ils ont vendu une stratégie à un actionnaire, et donc ils vont intervenir notamment à un stade de développement donné, sur une verticale donnée, donc il y en a qui font des objets connectés, d'autres de l'IoT, sur une géographie donnée. Donc moi, ça dépend pour qui je travaille. C'est-à-dire quand j'étais ici pour le fonds régional à Toulouse, l'IRDI sur Redec Gestion, il me fallait que la boîte soit... Donc j'ai une checklist. La boîte doit être sur la région toulousaine, elle doit faire déjà le chiffre d'affaires, elle doit être dans certains métiers, sinon je ne peux pas le faire, etc. Et donc c'est ça où les gens se trompent, c'est qu'ils ne comprennent pas ça. Du coup, ils font des pieds et des mains, ils demandent des faveurs à droite à gauche. Ils ont finalement, au bout de 3 mois, rendez-vous avec un investisseur. Et moi, au bout de 20 secondes, je sais que ce n'est pas pour moi. Bon, une fois que les checklists sont là, en fait, ce qu'on regarde, c'est exactement, c'est bateau, quoi. Ça, il y a 1000 articles par jour écrits là-dessus, mais c'est le fit donc, entre l'équipe et le projet, et ensuite entre le projet et son marché, le produit et son marché. Et comment est-ce qu'on l'exprime? On l'exprime sur l'expérience, l'énergie, les bonnes idées, donc ça c'est pour l'équipe, et puis ensuite pour le reste, c'est sur les clients, l'attraction, que ça peut ne pas être des clients, l'attraction ça peut être un nombre d'utilisateurs, que vous dites, c'est pas forcément des revenus. Moi aujourd'hui sur ma boîte, j'ai 100 utilisateurs qui ont utilisé le cours, tous ceux qui l'ont fait, c'est un cours pour faire une présentation investisseur, tous ceux qui l'ont fait ont adoré, par contre c'est dur. Et donc là où j'ai le problème, moi, c'est de rentrer des gens dedans, et voilà. Qu'est-ce qui est dur, le cours c'est dur, c'est un cours de recruter 18 heures. des clients. Non, c'est dur de faire un cours où à la fin vous avez une présentation investisseur qui dit quelque chose. C'est quelque chose de dur. Donc les gens qui l'ont fait l'ont adoré, mais il y a des problèmes pour rentrer dedans. Et c'est ça qu'on regarde. On regarde comment est-ce que moi, si je levais des fonds, ce que je fais pas, on regarderait comment est-ce que les gens arrivent. Est-ce que c'est des gens que je connais? Est-ce que j'arrive à toucher les gens que je connais pas? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ça grossisse? Oui, il faut de l'expérience, disait Aram. Vous êtes d'accord avec ça? Alors l'expérience, je ne sais pas, nous quand on choisit des femmes qu'on va accompagner, on va regarder vraiment la personnalité de la personne, si elle est passionnée, et puis on va essayer de voir dans son projet quels sont les possibles... Alors ça va pas être le revenu ni le chiffre d'affaires, ça va être les externalités positives et négatives. Donc on va vraiment essayer de se dire quel est le bien que ça apporterait pour qui, pour quel endroit, en termes vraiment d'externalité, ce qui n'est pas forcément, quand on fait son business model classique, ce qui n'est pas forcément, en tout cas dans tout ce qui est demandé à chaque fois. Donc c'est vraiment ça. Et puis on va essayer de voir aussi si nous, on peut lui apporter des choses. Parfois, c'est pas si évident. Et puis, effectivement, bien sûr, quand on est un grand groupe, on peut aussi tester. Donc ça peut être quand même quelque chose c'est bien de pouvoir tester son grand groupe, que ce soit du B2B ou du B2C. Et puis, je sais pas, je vais prendre l'idée. Alors, je l'appelle start-upeuse parce que, on a travaillé avec une association de femmes victimes de violences. Donc, c'est vraiment, vous voyez, les femmes qui sont dans des situations où on ne peut pas imaginer pire, qu'on transforme en start-up, donc en start-upeuse. Donc, c'est vraiment à plus que 90 degrés. Et donc, il y a une de ces femmes qui avait décidé de monter sa poissonnerie, parce qu'elle connaissait bien ça, puis elle avait trouvé un petit job chez Monoprix. Et donc là, nous, on a cherché chez Orange,
dans notre plan de développement durable, on veut des traiteurs qui soient zéro déchet. Et c'est hyper compliqué, en fait. Je sais pas si faites attention la prochaine fois qu'il y a des petites choses à manger, vous allez voir, en fait, il y a toujours des déchets, les petits gobelets en carton, à l'intérieur, il y a quand même du plastique, enfin bref. Donc, trouver un traiteur zéro déchet, mais franchement, c'est la croix et la bannière. On travaille ça avec les achats depuis longtemps. Et donc là, typiquement, on a parlé de ça à cette start-upeuse qui est en train de monter sa solution. Donc on a vraiment travaillé avec elle en disant voilà nous ce qu'on veut, puis elle a essayé de voir comment est-ce que ça pouvait marcher dans ses coûts et tout. Elle a trouvé une solution et donc on va la prendre. Donc là elle a commencé à signer des contrats. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de tout simple sur une idée a priori qui n'est pas vraiment numérique. Oui, on l'avait aidé à faire son site web, voilà. On va peut-être l'aider à demander les menus aux gens parce que pour l'anti-gaspillage alimentaire, si on peut demander aux gens qui viennent manger, est-ce qu'ils sont véganes, végétariens, est-ce qu'ils veulent de la viande, laquelle. Enfin voilà, ça aide aussi à pas faire des quantités qui distribuent. Voilà. Donc c'est pour montrer comment on peut travailler la solution elle-même. Sur l'entrepreneuriat, Stéphane Schultz, Aram me disait il y a des règles à connaître. Quelles sont ces règles selon vous ? Il faut choisir un bon consultant. Non. Donc 15 marches. Non, clairement, il faut se faire accompagner, ça c'est sûr. Et il y a énormément de structures maintenant. Elles ne se valent pas toutes. Il y a une fractalisation, c'est-à-dire maintenant chaque ville, chaque quartier, chaque entreprise veut son incubateur. Donc il faut se faire accompagner, il faut lire beaucoup. Il faut énormément lire. Moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer par lire. Il faut être très organisé à titre personnel, c'est-à-dire il va falloir... Moi, j'accompagne aussi des jeunes avec la mission locale. Vous voyez, je ne fais pas que des startups américaines, parce que j'ai ce besoin-là, parce que c'est une entreprise, un jeune qui est sorti du monde de l'emploi. Donc c'est la même méthode, c'est-à-dire de l'organisation, de la méthode pour se sentir avancé. Et ensuite, vous avez des très bons livres, et puis vous vous faites accompagner, vous créez je peux détailler, mais bon, vous créez moi j'appelle ça un advisory board. Pardon pour l'anglais, je veux dire, c'est vrai qu'on est beaucoup sur de la littérature anglaise, mais vous avez des faits au-dessus de votre berceau. Voilà, choisissez des faits, des bonnes faits, et qui vont non pas vous aider, mais à qui vous allez rendre des comptes, ce qui fait que vous allez avancer. Je voulais juste rajouter un mot sur l'entrepreneuriat et le sens. Moi, je suis assez fan de psychologie, et en psychologie, on dit que pour s'accomplir, il faut deux choses. Il faut du contrôle, il faut maîtriser ce qu'on fait, il faut voir le résultat de ce qu'on fait, et il faut de la sociabilisation, c'est-à-dire il faut que vos pairs vous disent c'est bien ou c'est pas bien, il faut que vous puissiez en parler. Aujourd'hui, on est dans une période où on est en train de sortir de la révolution industrielle. C'est-à-dire les entreprises sont encore beaucoup organisées comme du temps de la révolution industrielle, c'est-à-dire on a segmenté. Il y a les gens qui font la R&D, il y a les gens qui font le produit, il y a les gens qui testent le produit, il y a les gens qui le vendent, et puis ceux qui sont à un bout, ils ne savent pas ce qui se passe à l'autre bout, et vice-versa. Là, on a une chance extraordinaire. Alors c'est beaucoup grâce au numérique, notamment pour les canaux de diffusion, mais pas que. C'est qu'on est capable de contrôler ce qu'on fait, de voir le résultat. On est de nouveau des artisans, et ça c'est nouveau, il y a un renouveau de l'artisanat au sens premier, mais même moi les gens avec qui je travaille, ils travaillent comme des artisans quand ils démarrent tout petits, avec leurs 50 fans, et ensuite vous avez la possibilité de communiquer avec d'autres gens dans le monde entier, c'est-à-dire de soumettre des idées. Moi je vous encourage beaucoup à utiliser l'open source, utiliser des logiciels open source et publier des choses en open source. Moi mon blog il est en open source, ça veut dire que ça paraît trivial, mais les gens peuvent prendre des morceaux, le réutiliser, on en parle. C'est-à-dire ayez toujours cette logique, parce qu'aujourd'hui c'est possible plus que jamais, vous prenez et vous donnez, ça paraît trivial, ça n'a pas été possible pendant 2 générations. Pendant 2 générations, quand vous étiez dans une entreprise, il fallait vous taire et il fallait faire ce qu'ils vont dire. Donc c'est ça aussi. Donc oublions le mot start-up, parlons du mot artisanat augmenté, je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a ce renouveau-là qui est extraordinaire. Et moi, personnellement, je pense on vit une période extraordinaire à cause de ça. On peut contrôler ce qu'on peut faire, on peut contrôler ce qu'on fait et on peut le partager avec d'autres gens. Alors, il y a beaucoup d'angles morts et donc des pistes possibles. C'est un peu votre créneau. Emmanuel, vous citiez notamment le logement, le social, l'impact écologique, la santé, l'emploi. Il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment des domaines qui sont encore en jachère. Et c'est un peu l'idée que vous défendez. Oui, il y en a énormément, non, vraiment. Donc, je pense qu'il faut essayer de se positionner. Alors, moi, ce que
ça peut être considéré comme galvaudé ou pas, mais d'essayer de se positionner dans les années 2050. En tout cas, chez Orange, on a dit qu'on allait être carbone neutre en 2050, dans ces années. voilà, de se projeter en 2050, et donc d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être le plus indépendant au sens écosystème local, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra faire si jamais on n'a plus les ressources qui viennent de l'autre bout du monde, si on n'a pas les approvisionnements tels qu'on les connaît aujourd'hui, l'énergie en quantité de ce qu'on a aujourd'hui. Si on a des éoliennes, du coup, est-ce qu'il n'y a pas du vent partout à chaque fois, et comment est-ce qu'on s'organise? Enfin bref, il faut essayer de voir de quoi on dépend pour vivre, pour vraiment essayer de se positionner dans un monde futur. Et là, il y a tout à inventer. Donc c'est vraiment, il faut vraiment lire. Moi, il y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Lean Startup, et il y a une méthode que je dis aussi, je donne aussi des cours à des étudiants, et je leur dis, regardez, dans ce bouquin-là, c'est où sont vos plus gros mensonges? Et vous commencez par les traiter. Donc un mensonge, c'est quand vous allez faire votre business model, vous allez imaginer les partenaires, imaginer les clients, imaginer votre proposition de valeur. Et en fait, avec tout ce que vous imaginez, il y a plein de choses. Justement, en tant qu'il n'y a personne qui vous achète, c'est quand même du mensonge, en fait. Donc essayez de voir là où est le plus gros mensonge. Et je pense que le plus gros mensonge qu'on a tous pour l'instant, c'est justement cette dépendance, cette interdépendance qui fait tellement partie de nos vies et que tout est facile. On ne s'en rend même plus compte, donc il faut vraiment réinterroger cette partie-là aussi. Alors avant de faire circuler la parole dans la salle, je voudrais qu'on dise 2 mots de l'innovation. L'innovation, c'est quoi aujourd'hui? Entreprendre, c'est quoi aujourd'hui? Qui est encore capable d'innover et comment? Alors ça, je sais que c'est un thème sur lequel vous êtes intarissable. Ouais, moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup en fait dans l'innovation, c'est à l'époque de Gutenberg. Donc, moi, je suis né à Strasbourg, donc Gutenberg, c'est important. Il y a une statue de Gutenberg à Strasbourg. Donc, Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, comme tout le monde le sait, au XVe siècle. Les 50 premières années de l'imprimerie, donc l'imprimerie, on avait une presse et on était capable de reproduire, c'était déjà énorme, hein, on était capable de reproduire des choses là où avant l'imprimerie, on avait des parchemins et il y avait des moines copistes qui recopiaient à la main avec une belle plume. L'imprimerie, pendant les 50 premières années, ils n'utilisaient pas les caractères mobiles. Les caractères mobiles existaient déjà depuis 5 siècles en Chine. Ça veut dire qu'on avait les caractères mobiles d'un côté, on avait la presse, l'imprimerie de l'autre, mais on utilisait l'imprimerie uniquement pour accélérer le travail des moines copistes, c'est-à-dire on faisait des copies finalement, comme une photocopieuse, parce qu'on n'avait pas imaginé ça. Ça veut dire que c'était toujours le moine copiste qui maîtrisait ce qu'il avait envie de dire et ce qu'il avait envie de diffuser. Vous imaginez le pouvoir que ça donne. Et que tout ce qu'a permis l'imprimerie ensuite, et quand vous regardez l'imprimerie, ça a créé l'éducation, ça a permis la religion protestante, ça a permis des révolutions, la science, etc. Sans l'imprimerie, on en serait peut-être encore là. Les 50 premières années, on avait l'innovation, on avait l'invention et on n'avait pas encore su comment l'utiliser. On avait l'invention du caractère mobile, on avait l'invention de l'imprimerie et on ne savait pas comment l'utiliser. C'est seulement la conjonction des deux, un peu par hasard, qui a fait cette explosion des réalisations qui ont été rendues possibles par là. Donc aujourd'hui, pour moi, mais je peux me tromper, Internet, c'est du niveau de l'imprimerie. C'est-à-dire l'Internet, la cybernétique, s'il n'est pas bousillé, mais ça c'est un autre débat, vous nous réinviterez, c'est quelque chose qui est du niveau de l'imprimerie, mais on est encore dans les 50 premières années, ça fait 20 ans. On n'a pas encore du tout compris comment s'en servir. Donc l'innovation, c'est d'emmener une invention au marché. Pour l'instant, on n'est qu'en train de recopier en fait, les moines copistes, là, on fait la même chose. C'est-à-dire on utilise Internet pour faire des médias, on utilise Internet pour faire de la démocratie, c'est compliqué, pour faire de l'entrepreneuriat, on n'a pas encore trouvé les moyens de s'en servir. Moi, je suis confiant, on a le droit de ne pas l'être. Donc l'innovation au sens large, c'est ça aussi, c'est le temps long. C'est pas ce qu'on croit, c'est-à-dire que parce que Facebook a atteint 2 milliards d'utilisateurs, c'est un grand changement. Non, en réalité, sur le temps long, l'innovation, c'est beaucoup plus long que ça. Aujourd'hui, on en parlait ensemble, sur l'énergie, sur la santé, alors social, c'est un peu différent.
on n'innove pas tant que ça. C'est-à-dire la mise sur le marché des médicaments, vous me disiez qu'elle était toujours aussi la mise, longue. elle est même plus longue parce que par ailleurs, on a des effets rebonds qui font que on a plus de précautions parce qu'on a plus de connaissances. Donc la mise sur le marché des médicaments, elle coûte toujours aussi, plus cher et mais plus longtemps. L'énergie, qui est quand même un sujet maintenant, qui est une matrice, c'est une matrice de tout le reste. L'énergie, elle est de plus en plus chère. Donc attention aussi à cette idée que parce qu'on clique et on voit beaucoup d'actualités dessus, les grandes innovations utiles, elles sont encore devant nous. On ne les a pas encore. On sent qu'on a les briques du puzzle, mais on n'a pas encore construit le puzzle aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça, Ram? Je suis sûr que ça vous passionne, cette question de l'innovation. Moi, je vais dire une chose sur l'innovation et une chose sur l'entreprendre. L'innovation, c'est ce que tu disais sur l'imprimerie, ça ne m'étonne pas parce qu'on manque toujours un peu d'imagination. L'écriture a été inventée pour tenir des comptes. Au début de la photographie, on essayait de reproduire des peintures. Bon, on va s'en affranchir. Je vais juste dire une chose avant qu'on passe après. C'est entreprendre pour moi aujourd'hui, c'est apprendre. Entreprendre, c'est apprendre. C'est pas juste lire des livres, et c'est exactement, il faut le faire. Mais c'est aussi être humble. C'est apprendre de ses clients. C'est demander. Et attention, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est lean startup. Moi, j'accompagne des startups c'est des ingénieurs qui pensent que ils savent en fait, et donc ils demandent jamais à leurs clients. Avant de venir ici, je viens de passer 1 heure à essayer de comprendre comment je fais un mail. Il y a 40 personnes qui sont inscrites à mes cours, ils ont un code gratuit pour faire le cours, et ils ne l'ont pas fait. Et j'ai passé 1 heure à essayer de comprendre comment je fais un survey monkey dans un mail pour leur demander pourquoi. Ça, c'est tout con, mais il y a plein de gens qui ne le font pas. Ils ne demandent pas à leurs clients pourquoi ils achètent le produit, à leurs non-clients pourquoi ils n'achètent pas le produit. Et c'est pour ça que je dis entreprendre, c'est d'abord apprendre. Apprendre théoriquement, et puis ensuite, tous les jours dans la pratique. Bon, oui, vous voulez encore dire? C'est vrai, cette partie d'humilité, elle est hyper importante. Et puis demander du feedback à chaque fois, c'est primordial. Et c'est vrai que c'est une qualité innée ou qui s'acquiert, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Être à l'écoute. Alors nous allons peut-être être à l'écoute de la salle. Il nous reste 12 minutes. On voulait répondre à vos questions, s'il y en a. La parole sera donnée à tous ceux qui la demanderont. Autrement, moi j'ai 1 milliard de questions encore à vous poser, évidemment. Volontaire désigné d'office. Non, y a-t-il des futurs entrepreneurs, des gens qui sont tentés par cette expérience? Voilà. Bonjour monsieur, si vous voulez juste nous donner votre prénom et puis poser votre question. C'est Jamel. Donc moi, dans mon travail, je suis pas mal confronté aux nouvelles technologies, innovations et start-up. Vous faites quoi alors? Je suis ingénieur, voilà. Et donc moi, je me demande, pour moi, start-up, je me pose toujours la question. Parce qu'on essaye aussi, je suis dans un grand groupe et on a une sorte d'incubateur pour aider les startups. Et donc pour moi, startup, la définition, c'est juste moins d'un certain nombre de personnes, moins d'un certain âge et toujours un concept innovant. Or, monsieur tout à l'heure a dit que la startup, il n'y avait pas forcément l'innovation derrière. Donc finalement, madame a parlé d'aider une dame qui montait une poissonnerie, donc il n'y a pas d'innovation. Donc je me demande si finalement le mot start-up n'est pas un peu surutilisé et que tout simplement il y a des cas où c'est des TPI, pourquoi pas une TPI, et qu'on dit abusivement start-up. Donc finalement, c'est quoi une start-up? Oui, on aurait peut-être dû commencer par là, se mettre d'accord sur la définition. Oui. Moi, je vais donner, c'est très court, la définition d'un investisseur. Une start-up, ce n'est pas forcément la technologie, parce qu'on peut innover sur un modèle d'affaires, pas forcément sur la technologie. Une start-up, c'est une société qui va, à un moment, connaître ce qu'on appelle, en anglais, la scalability. Donc la scalabilité, ce n'est pas un mot français. Et donc une poissonnerie, ce n'est pas une start-up pour nous. C'est, comme vous dites, une TPE. Voilà. Et par contre, une start-up, c'est une boîte, pour les Américains notamment, qui arrive à 100 millions de chiffre d'affaires en 6-7 ans. C'est ça une start-up, pour nous. Donc, le critère est juste financier. Oui, pourquoi financier? Parce que ça, tu peux le mesurer. Moi, je pense que dans la start-up, il y a la partie, effectivement, scalability, donc de pouvoir, dès qu'on va utiliser le numérique, on va quand même pouvoir toucher beaucoup de monde. Donc, et puis, si c'est totalement dématérialisé, ce qu'on dit la poissonnerie, mais si son concept zéro déchet, voilà, il est totalement dématérialisé parce que ça devient une plateforme où elle met, je sais pas, d'autres fournisseurs en relation, oui, voilà, c'est très facilement reproductible ailleurs, donc ça sera une start-up au sens c'est scalable. Alors, peut-être qu'on peut tous se mettre d'accord. Vous parliez de start et d'up au début. En gros, pourquoi on dit start-up? C'est parce que c'est un état temporaire.
C'est-à-dire c'est l'état temporaire d'une entreprise, comme on l'a dit, dont beaucoup, la majorité, 90%, vont disparaître rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas trouver. C'est-à-dire on a une invention. Alors l'invention, elle peut être technologique, une idée nouvelle. On peut avoir trouvé. Alors moi, je suis à Rennes, donc on a beaucoup de technologies vraiment pures. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui inventent des moyens de transporter de l'information avec de la lumière. Il y a des gens qui inventent des écrans, des composants, peu importe. Et ce qu'on appelle l'innovation, c'est donc l'invention qui a trouvé son marché. Ça veut dire que l'innovation, ça ne se décrète pas. Vous ne dites pas, ça c'est une innovation. Ça se constate a posteriori. J'ai trouvé mon marché, et généralement, je ne l'ai pas trouvé par hasard. Alors, une fois tous les 50 ans, vous avez vraiment une vraie pépite qui va trouver son marché toute seule, mais c'est de moins en moins le cas. C'est les entrepreneurs qui sont capables, dans un environnement favorable, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, il y a des environnements plus ou moins favorables aux inventions pour qu'elles atteignent leur marché et donc qu'elles se transforment en innovation, qui vont arriver à ça. Donc si on peut définir la start-up, c'est un état temporaire d'une entreprise pendant laquelle on ne connaît pas encore ni son marché, ni vraiment sa technologie, parce qu'on va justement, vous parliez du Lean Startup, c'est-à-dire le Lean Startup, c'est quoi ? C'est une itération rapide, contrairement aux grandes phases de R&D, où vous allez avoir votre pilote, vous connaissez ça sûrement très très bien dans l'industrie, où en gros on maîtrise le processus de A à Z, on sait à peu près exactement ce qu'on cherche, on part des laboratoires de recherche et on va les transformer en produits, et ensuite ce produit on va le confier à d'autres gens qui vont l'emmener au marché. Là, on va faire tout très vite, encore une fois, on va aller plus rapidement dans le temps, mais aussi plus rapidement dans les méthodes. C'est-à-dire on va chanter un certain nombre d'étapes. Alors ça ne marche pas dans le médicament. Hein. C'est compliqué socialement, on l'a vu, parce que des fois on joue avec la loi aussi. Mais en tout cas, la notion de vitesse est importante. Alors c'est la vitesse un peu pour prendre de vitesse en compétition, mais c'est aussi la vitesse pour dépenser pas trop d'argent et puis pas cramer vos gars. Et vos nanas, pardon. Il y a ça aussi, c'est-à-dire, moi, du temps de mes parents, une entreprise, pour la monter, ça prenait 3-4 ans. On s'endettait sur 15 ans. Moi, mon père a été ruiné, hein, je peux le dire. Hein, il a été vraiment ruiné. Hein, j'ai refusé l'héritage, véridique. Hein. Donc ça arrive. Je vois de moins en moins d'entrepreneurs ruinés. Donc je ne dis pas que c'est une fin en soi, mais ça veut dire qu'on va aussi aller rapidement. Donc si votre industrie met ça en place, c'est extraordinaire parce que vous avez ce cocon protecteur qui quand même, et quand c'est bien fait, des fois c'est mal fait, quand c'est bien fait, il y a des règles du jeu très claires. Si vous réussissez, vous partez avec. Si vous réussissez pas, on vous punit pas. Hein, vous pouvez revenir, vous avez apporté des choses, et les grosses boîtes qui sont plus des startups, Google, Uber, que je connais bien, elles ont très bien intégré ça, c'est-à-dire on lance des produits, on a même du temps pour ça, on a même des budgets pour ça, puis ça marche pas, c'est pas grave, tu reviens, au contraire ça te valorise. Hein, pardon, je passe un peu d'un sujet à l'autre, mais donc, la startup c'est un état temporaire d'une entreprise qui peut être réduite à une personne qui cherche son marché, qui cherche sa technologie et qui, par définition, ne l'a pas encore trouvé. Alors, on peut rester start-up le plus longtemps possible, il y a l'esprit start-up, etc. Mais dans la définition juste, c'est ça. Comme il passe par moi, est-ce que je peux... Je vais rebondir sur l'âge. En fait, il y a une étude qui a été faite par quelqu'un à HEC et puis aussi la Kaufman Foundation. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument vous ruer dessus. Il y a beaucoup de données. Est-ce que vous savez, monsieur, quel est l'âge moyen des entrepreneurs qui réussissent en France ou dans le monde ? C'est 38 ans. 38 ans. Et quand je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est pas nous, ce qu'on regarde, c'est pas vraiment l'expérience d'entrepreneur, parce que ça, vous allez y arriver. C'est est-ce que vous avez l'expérience de votre industrie ? Parce que là, pour le coup, le taux de mentalité, il baisse quand quelqu'un comme vous, par exemple, qui a des contacts, qui connaît les rouages, lance sa boîte. Donc c'est pas du tout un truc de jeune. On a été trompé parce que Snapchat, Facebook, Twitter, des consumer internet, des jeunes. Mais sinon, non, le gros des entrepreneurs a plutôt 35-40 ans. Donc plutôt rester dans son métier. C'est ça que vous nous dites, connaître son industrie. Il vaut mieux que je lance un site d'information qu'une poissonnerie, par exemple. Souvent, ce qui marche quand même bien, c'est que vous avez eu pendant 10 ans, 15 ans un problème, vous n'arriviez pas à le résoudre, et ben vous allez inventer la solution. Et donc souvent, ça marche, parce que vous savez quel est le vrai problème. Le killer des startups, le premier killer des startups, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est que vous allez inventer un truc, vous pensez qu'il y a un marché, et en fait, il n'y en a pas. C'est ça qui tue les startups. Ce n'est pas une question de fonds, de clients qui ne payent pas. C'est que vous avez un truc. Donc quand vous êtes dans l'industrie, en général, vous savez quel est le problème. Alors, il nous reste 4 minutes. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez poser à nos invités ? Oui, plusieurs. Une jeune femme là-bas. Alors bonjour. Moi ma question ce serait est-ce que vous avez des conseils à donner
pour des étudiants qui aimeraient donc du coup entreprendre, qui ont des projets qui soient innovants et écologiques pour du coup financer ce projet. Alors je m'explique parce que c'est assez compliqué de trouver aujourd'hui des fonds d'investissement qui veulent investir dans des projets qui ne sont pas que du numérique ou des applications et qui ont plutôt un côté écologique, comme vous en avez parlé. Alors ça c'est intéressant, on dit que l'argent coule à flot, que ça n'a jamais été aussi facile d'en trouver. Pas si facile. Qu'est-ce que vous répondez à notre ami ? Non, mais vous avez raison. Il y a des fonds qui commencent à se spécialiser dans toute la vague ESG, mais c'est long à arriver. Et en fait, aujourd'hui, c'est des personnes physiques. Moi, on en parlait, j'ai participé à une émission télé où Marc Simoncini et Frédéric Mazella étaient présents pendant 10 jours. Et eux, c'est quelque chose pour qui c'est important. Donc, appelez Frédéric Mazella, parce que lui, il est dans Upcycle, Recycle, il investit que là-dedans. Alors après, il met ticket de 50 000 €, c'est pas non plus 500 000. Mais en fait, votre meilleur pari, ça va être de regarder la presse et d'écouter des personnes physiques, ce qu'on appelle des business angels, qui eux ont cette fibre. Et j'espère qu'ils sont en train d'éduquer le marché. On est en train de comprendre que c'est pas parce qu'on a un truc qui fait du bien à la planète que c'est pas du business. Voilà. Et ça, c'est en train d'arriver, mais c'est encore un peu long. Oui, tout à fait. Il faut venir nous voir. Ensuite, tout dépend où vous en êtes. Mais il y a la partie pour vous lancer. Donc, le conseil, c'est vraiment de se lancer, puisqu'on disait tester, ayez du feedback, ayez des utilisateurs, du feedback, vous itérez, pour essayer de vraiment trouver où est la valeur ajoutée et qu'est-ce qui correspond aux attentes du marché. Et puis, ensuite, pour trouver des financements, on trouvera des solutions. Ouais, on est vraiment surpris quand on accompagne à plein de niveaux, même des étudiants, de la réticence à aller dans la rue, quoi. C'est-à-dire aller dans la rue, tester, interroger les gens, et puis faites-le, on a dit MVP tout à l'heure, c'est-à-dire la chose la plus facile à faire qui permet de tester votre idée, ça peut être un site internet sur un bout de papier, et allez la tester parce que c'est ça qu'ils vont vous demander après, les investisseurs. Ils ne vont pas vous demander si votre idée est géniale et votre analyse du marché est parfaite. Ils vont vous dire, OK, c'est quoi les retours concrets? Qu'est-ce que tu peux me donner? Est-ce que c'est des inscriptions sur un site internet? Est-ce que c'est des interviews de gens? Mais allez le plus vite possible, hein, parce que c'est là où vous allez apprendre des choses. Il nous reste 1 minute 30, donc on va peut-être prendre votre question, mademoiselle. Oui, qui est là avec le pull vert. Et répondre très rapidement, du coup. Merci. Vous avez parlé de startups qui utilisent des technologies qui existent déjà et après, ils doivent chercher un marché. Qu'est-ce que votre idée sur les startups deep tech qui doivent développer des technologies nouvelles, par exemple dans la biotech ou SpaceX, ou des choses comme ça? Peut-être Stéphane? Oui. Non, c'est parfait contre-exemple, c'est-à-dire c'est sauf les biotech où là c'est le contraire, c'est-à-dire dans les biotech ou comme je disais les médicaments ou SpaceX, c'est l'inverse. Alors après, si vous lisez le livre sur Elon Musk qui raconte l'histoire de SpaceX, et au début ils ont fait vraiment une fusée, ils sont allés sur une petite île, ils l'ont limite transporté sur leurs épaules, mais je vous recommande pas. C'est ce que je disais sur le fait d'entreprendre avec des technologies existantes, c'est évidemment pas, c'est pas pour des choses qui sont au départ, d'abord sont très technologiques. C'est pareil, si vous voulez monter un algorithme qui va prédire la météo à 2 heures, là ça va pas fonctionner. Donc c'est pour tout le reste, on va dire. C'est pour tout le reste, c'est pour ce qui n'est pas purement technologique ou ce qui n'est pas sur le vivant, parce que sur le vivant, il y a évidemment d'autres implications. On a vu la voiture autonome, on essaie de la tester. On voit bien que quand il y a un bug, c'est un peu plus grave que quand il y a un bug sur la box d'Orange. Merci beaucoup, le temps file, il est malheureusement l'heure de clore cette table ronde. Alors, nos amis sont encore là un petit peu, si vous souhaitez les rencontrer, pour lever des fonds ou en tout cas lever des conseils, ils seront à votre disposition. Je rappelle, Stéphane, que vous êtes le fondateur de l'agence 15 marches. Vous avez un blog très influent, très lu, dont je vous recommande la lecture et une visite. Emmanuelle Jarda, on peut vous écrire chez Orange, vous êtes la directrice de l'innovation et de la RSE, et si on veut apprendre à lever des fonds et à maîtriser les arcanes du capital risque, on va chez TeachMe, donc c'est le site Aram que vous avez créé. On peut aussi réussir le concours d'HEC et suivre vos cours dans cette grande école. Merci beaucoup et bonne journée.